L'immigration, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ouais, comme ça. L'immigration, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je prendrai toutes les mesures nécessaires pour stopper l'immigration incontrôlée. En fait, on perd rien. On fait de l'inclusion, on donne un droit à des gens qui sont installés, qui payent leurs impôts. Élue présidente de la République, je présenterai aux Français un référendum. Approuvez-vous le projet de loi C2I, projet de loi Citoyenneté, Identité, Immigration, qui comprendra un plan complet de maîtrise de l'immigration. Je ne veux plus de flux migratoires. Ça oui, je veux arrêter. Imaginez ce cauchemar, collègues. Un jour, les immigrés partent tous, fatigués d'être maltraités comme ils le sont. L'économie s'effondrerait par anémie de la consommation populaire parce qu'il lui manquerait des centaines de milliers de bras et de têtes qui la font tourner aujourd'hui. Nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toute nature. Bon, il est temps d'en parler ici et pas avec n'importe qui puisque j'ai eu l'occasion d'inviter sur notre plateau Ekram Boubtan. Donc on est avec Ekram Boubtan, donc vous êtes... maître de conférence en sciences économiques à l'université Clermont-Auvergne et je suis aussi chercheur associé à l'Institut national d'études démographiques, c'est comme ça qu'on m'avait contacté, et aussi associé à l'École d'économie de Paris. Son approche change vraiment de ce que vous avez entendu pendant la campagne, et peut-être même pendant toute votre vie. Et donc lorsqu'on regarde cette migration qui est un peu plus dans la normalité, lorsqu'on n'a pas un choc important, ce qu'on observe, c'est plutôt effectivement, soit il n'y a pas d'effet, donc c'est un peu ça le consensus, soit on a plutôt des effets qui sont plutôt positifs. Et après, les économistes du marché du travail vont regarder est-ce que les effets positifs c'est pour l'ensemble des travailleurs, est-ce qu'il y a des travailleurs pour les qualifier. Donc il y a une étude française qui a été faite et donc contrairement aux idées reçues, c'était les peu qualifiés finalement qui s'en sortaient mieux, qui se voyaient voir leur salaire progresser et surtout leur position en fait hiérarchique dans les métiers augmenter. Et ceux qui en fait normalement où il y a commencé à avoir des tensions en fait aujourd'hui parce que là c'est sur la migration des 10 dernières années, c'est plutôt sur les métiers qualifiés parce qu'on a une immigration qui est de plus en plus qualifiée, contrairement effectivement à ce qu'on pense. On a une immigration même en France avec le peu d'immigration qu'on a, on a une immigration qui est de plus en plus qualifiée. Le niveau d'éducation des immigrés, il a beaucoup augmenté en fait. J'ai regardé les chiffres avant l'émission, il est passé de 3% de la population immigrée en 1975 avait un diplôme supérieur, et aujourd'hui on est à 28%. Si le sujet est devenu aussi central dans les débats en France et dans pas mal de pays, ce n'est pas par hasard. En fait, il y a même quelques chiffres qui l'expliquent. Rapidement, sur la question peut-être, puisqu'on a commencé sur les chiffres, donc je pense qu'il faut avoir en tête qu'on a une tendance générale dans le monde aujourd'hui, qu'on a un peu plus d'immigrés. Il y a un peu plus d'émigrés, effectivement. On a une tendance à la hausse des flux migratoires. C'est très simple, on est dans un contexte de mondialisation. Au niveau mondial, on a une population immigrée qui a augmenté de 56%. Quand on le prend en l'absolu ou quand on le prend en pourcentage de la population, ça a augmenté. Simplement, c'est un effet de mondialisation. Il y a plus d'étudiants internationaux qui bougent, il y a plus de personnes qui voyagent. Même nous-mêmes, au final. Nous-mêmes, on voyage plus. Et donc, au niveau mondial, on a vraiment une augmentation qui est de 56%. Au niveau français, on a une augmentation de 30%. Parce que la migration internationale est facilitée par les moyens de transport actuels. L'avion, le train, la route, les bateaux. Il est désormais possible de parcourir un grand nombre de kilomètres en quelques heures. Donc oui, il y a davantage de personnes vivant sur Terre, davantage de possibilités de se déplacer, il y a plus de migration à l'échelle du monde et toutes ces tendances se retrouvent d'une manière ou d'une autre en France. La migration a augmenté en France sur les 20 dernières années, mais ça n'a pas augmenté plus que dans les autres pays pour que ça reflète en fait une explosion. Sur ce constat, tous les partis, tous les candidats sont à peu près d'accord. Certains courants politiques exagèrent largement cette augmentation, surtout à l'échelle française. Mais personne ne remet l'augmentation en cause. Là où il y a de grandes différences, c'est de savoir est-ce que l'immigration doit être possible, facilitée, encouragée, interdite, diminuée? Est-ce qu'il faut des quotas, privilégier certains groupes plutôt que d'autres? Et au centre de ces interrogations, il y a un point qui revient dans la bouche de plusieurs candidats, c'est sur le coût de l'immigration. Ce qui est important, c'est d'arrêter l'appel d'air. Pourquoi est-ce qu'on vient en France? C'est parce qu'il y a des prestations sociales. On vient souvent parce qu'on vient chercher du travail. Généreuses. Donc vous voyez, tous ces gens ne viennent pas pour travailler. Donc déjà, si ces gens ne venaient plus, ça allégerait considérablement la facture de la France. Qu'ils le disent ouvertement ou non, pour beaucoup d'entre eux, l'immigration coûte cher. Mais il ne faut pas oublier que d'un point de vue économique,
L'immigration, c'est de la population. Et l'économie sans population, c'est rien en fait. Les personnes qui croiraient qu'une économie pourrait fonctionner sans avoir une population, en fait, des actifs, des jeunes qui vont devenir adultes, qui vont être la force de travail de ce pays et qui par la suite vont vieillir. Donc voilà. Donc en économie, il y a une place très importante qui est donnée à la population. Il y a surtout une place importante lorsqu'on est économiste qui est donnée à la population en âge de travailler, qui sont la force de travail potentielle. Et l'immigration contribue effectivement à la population et contribue à cette force de travail potentielle. Et donc, c'est un atout, comme le serait le reste de la population, pour l'économie. En allant plus loin que le marché du travail, elle s'est intéressée aussi aux conséquences économiques de l'immigration sur l'économie d'un pays. Ce qui est très compliqué en fait à identifier l'effet de l'immigration sur l'économie, c'est que tout est lié en fait. L'immigration, elle influence l'économie, mais l'économie aussi influence l'économie. Donc on a les effets dans les deux sens. Il y a tout un travail de recherche à faire. Il y a des outils qu'on utilise par ailleurs en économie pour identifier, je ne sais pas, quel est l'effet multiplicateur. Comme lorsqu'on augmente les dépenses budgétaires, quel est l'effet sur le PIB par tête. Donc c'est pareil, on a le même problème des flux qui vont dans tous les sens. Donc nous, on utilise les mêmes outils pour essayer de voir comment, lorsque l'immigration augmente, comment réagit le PIB par tête, comment réagissent les finances publiques, comment réagit le chômage. Et ce qu'on montre clairement, et donc ça on l'a montré même dans le cas de la France, donc parce qu'on travaille avec mes co-auteurs, donc Hippolyte Delbis et Dharman Kolibali, sur ces questions-là depuis maintenant plus de 10 ans. Et ce qu'on montre, c'est qu'en France, lorsqu'on a une augmentation de l'immigration, on a plutôt un effet positif sur le PIB par tête. Et lorsqu'on distingue l'immigration de travail et familiale, on montre également que l'immigration familiale, elle a un effet positif. Et cet effet positif de l'immigration familiale, c'est assez paradoxal en fait dans le cas de la France. En amplitude, il est plus important que l'effet de la migration de travail. Une conclusion qu'on retrouve dans d'autres études économiques sur le sujet. L'effet de l'immigration, on peut dire, est très marginal. Et d'ailleurs, ce type de résultat, qu'il y a très peu d'effet sur le salaire et l'emploi moyen, est corroboré par d'autres études plus récentes et plus sophistiquées, notamment qui ont été réalisées bien sûr pour les États-Unis et la France, mais aussi pour l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Ces études montrent globalement, je le répète, que l'immigration a un effet très marginal, nul, sur le salaire moyen. Certaines études montrent même un effet légèrement positif sur le salaire moyen des natifs, comme on les appelle. Et en particulier, l'idée étant que les nouvelles vagues d'immigration vont surtout faire concurrence aux précédentes vagues d'immigration. Donc les immigrants se font concurrence entre eux et ces nouvelles vagues d'immigration vont principalement en fait permettre aux natifs de se réorienter vers des emplois plus rémunérateurs. Les études de l'OCDE, par exemple, mentionnent également que l'immigration peut rapporter plus qu'elle ne coûte. C'est notamment le cas pour la France. Ce qui est particulièrement intéressant avec les travaux d'Ekram Bouptan, c'est que ça permet d'aller à l'encontre d'un préjugé qui revient assez souvent. Dans le débat public, on a l'impression que les immigrés qui arrivent dans le cadre familial ou dans le cadre humanitaire, ce sont des personnes qui ne sont pas actives, donc ils ne vont pas travailler. Ce sont des personnes qui n'ont pas de compétences. En fait, on n'en sait rien, mais on décide voilà, qu'elles n'ont pas de compétences et que ça serait des personnes qui sont là juste pour être une charge pour l'économie. C'est comme si on avait une bouche à nourrir en plus sur la table. C'est absolument pas cela, effectivement, cette immigration familiale. Pour elle, c'est oublié que d'un point de vue économique, les immigrés sont très similaires aux non-immigrés. Eux et elles aussi consomment, produisent, vivent et se reproduisent. Ça ne veut pas dire que la population immigrée a exactement les mêmes caractéristiques que la population née en France. Il existe des différences et ce n'est pas surprenant. Après l'émission, la chercheuse nous a expliqué que l'on ne peut pas attendre que des personnes immigrées puissent s'insérer très facilement dans le marché du travail. Il peut y avoir quand même des barrières linguistiques, des barrières culturelles ou des différences de qualification, ou même de savoir comment et où trouver des emplois, sans compter sur toutes les discriminations à l'embauche qui sont prouvées et reprouvées dans la non-surprise générale. Mais ces difficultés ne suffisent pas à conclure que les immigrés coûtent cher. Pour l'instant, la seule chose constatée, c'est que les populations immigrées ont un taux de participation au marché du travail qui est inférieur. Dans son ensemble, cette population a aussi généralement des emplois moins rémunérateurs et que, de ce fait, ils peuvent être bénéficiaires de davantage d'aides sociales. Les chiffres sont aussi similaires pour les personnes nées en France mais descendantes d'une personne immigrée. Mais il faut bien comprendre que dans cette population, par contre, est beaucoup plus jeune que la population des natifs. Il y a très peu d'enfants d'immigrés de 50 ans. Et en 2020, près de 50% des descendants d'immigrés ont moins de 24 ans, selon les chiffres de l'INSEE.
Donc s'il y a un taux d'activité plus faible dans cette population, c'est d'abord parce que ce sont des gens très jeunes et qu'ils sont, par cette jeunesse, aussi plus atteints par le chômage. Après, il semble important, quand on veut montrer que quelqu'un ou qu'une population coûte cher, c'est d'estimer les dépenses qui ont été faites sur cette même population. Il faut faire attention à ce qui est pris en compte. Il n'est pas vraiment pertinent de faire un coût-bénéfice des 5 premières années de vie en France. Les immigrants comme les natifs ont un coût plus important au début de leur présence sur le territoire. Pour les personnes qui sont nées ici, ce sont des aides familiales ou d'éducation. Pour les immigrants, ce sont des coûts d'accueil et des aides sociales. Reste que dans un cas comme dans l'autre, il serait assez trompeur de ne compter que ces années et de ne pas prendre en compte la totalité de la vie de l'individu. Il y a la même structure en fait de dépenses au cours de la vie, c'est on ne coûte pas trop cher en début de vie et les coûts sont les coûts sociaux. Les enfants coûtent un petit peu plus cher, voilà en fait. Oui, c'est ça, avec l'éducation, il y a ce... C'est pour ça que l'immigration, c'est pas la même chose, c'est parce que voilà, les enfants, vous savez, en fait, l'éducation, c'est pour ça qu'on parle de population en âge de travailler. C'est-à-dire que c'est vraiment les personnes, c'est un peu ça l'élément, c'est que vous l'avez un petit peu souligné, c'est-à-dire que c'est des gens actifs qui ont déjà une formation, peut-être pas complète quand les étudiants internationaux viennent poursuivre leurs études chez nous, mais ils ont déjà une formation dans laquelle un autre pays a payé. Effectivement, lorsque vous regardez la trajectoire d'une vie, vous voyez que vous récupérez des actifs sur lesquels, certes, vous aurez un jour à payer leur retraite, mais vous avez économisé au départ. En fait, lorsqu'on parle en termes de finances publiques, le coût les dépenses publiques qui vont être allouées à leur formation. Ce sont bien les premières et les dernières années de vie qui coûtent le plus cher pour le système social français. Fournir un RSA, une allocation familiale ou une prime d'activité et des aides à la mobilité pendant quelques années à des personnes qui arrivent peut être rapidement compensées par des années de consommation et de travail sur le territoire. Des sommes qui ne sont d'ailleurs qu'une fraction comparée au coût pour le système public d'un enfant né en France. Pour mettre des chiffres là-dessus, élever un Français de la naissance à ses 20 ans, il faut compter autour de 360 000 €. Et plus de la moitié de cette somme est sous forme de dépenses publiques via l'éducation, les allocations et d'autres services publics. Une fois tout ça pris en compte, selon Ekram Bhuptan et les économistes qui s'intéressent à ces questions, les pays qui accueillent des immigrés ont tendance à y gagner économiquement. Aujourd'hui, l'immigration telle qu'elle existe enrichit les Français. Et ça paraît aller à l'encontre de ce que la majorité du discours politique raconte, je sais. Mais ça peut expliquer pourquoi l'Allemagne, par exemple, a décidé d'avoir une politique d'immigration beaucoup plus importante. Maintenant, vous aurez remarqué, je n'ai pas abordé les questions de migration illégale. Il s'agit d'une autre question, mais histoire de clarifier les choses. L'avantage de l'immigration irrégulière, ce serait bien de rappeler aux personnes que, indépendamment du fait que ce sont des personnes, n'ont pas nécessairement droit à toutes les prestations sociales qui existent en France. Que le seul avantage qui est décrié en fait par tout le monde, c'est l'aide médicale d'État. Et l'aide médicale d'État, c'est un accès aux soins. Et c'est plutôt pour des raisons de santé publique qu'on préfère que les personnes fassent de la prévention et se soignent lorsque les maladies ne sont pas très graves, notamment par la médecine de ville, plutôt que d'arriver en soins urgents à l'hôpital, une fois que la maladie s'est développée, voire ils ont infecté d'autres personnes. Donc c'est plutôt un esprit de santé publique. Et ce n'est pas de l'argent qu'on donne aux émigrés en situation irrégulière, c'est simplement un accès aux soins. Donc en considérant que délivrer des titres de séjour est un gain économique pour la France, quel serait le coût de réduire davantage des flux migratoires légaux qui sont déjà relativement faibles comparés à nos voisins européens? Moi je travaillais sur les financements des retraites. Donc d'abord, la première approche, c'est qu'on a regardé les dépenses dans leur ensemble. On a regardé, lorsqu'on a ce choc migratoire, est-ce que les dépenses augmentent? Oui, les dépenses augmentent dans leur ensemble. Après, on a regardé, est-ce que les recettes augmentent? Les recettes augmentent aussi dans leur ensemble. Après, on regarde le solde. Est-ce que l'augmentation des recettes est plus importante que les dépenses? On trouve que oui, que l'immigration dans son ensemble rapporte plus qu'elle coûte, parce qu'elle augmente plus les recettes que les dépenses. Ensuite, on avait dit, on va regarder les dépenses par poste. Donc, on a regardé les dépenses et donc on a distingué les dépenses selon les branches. Donc, on avait dit, on va regarder les dépenses, toutes les dépenses qui profitaient aux enfants. Et on va les distinguer des dépenses qui profitent plutôt à des personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le mécanisme économique par lequel on arrive à la conclusion que la migration elle a plutôt des effets positifs sur l'économie, c'est simplement parce que c'est un choc de population en âge de travailler dans des économies qui sont vieillissantes. Et c'est l'idée en tête, c'est cette idée-là que c'est des jeunes qui arrivent, qui vont aider à financer un petit peu les dépenses. Beaucoup de pays traversent en ce moment un phénomène assez marquant de stagnation ou de baisse démographique. C'est le cas en Europe de l'Est, en Russie ou au Japon. Des pays qui voient leur population vieillir, voire diminuer.
Et la même chose est sur le point de se passer en Europe de l'Ouest, et ça représente un défi immense et immédiat pour un pays comme la Chine aussi. Donc d'un point de vue économique, cette diminution et ce vieillissement de la population est la promesse de tensions à venir. Ça veut dire que chaque personne active doit partager la richesse qu'elle crée avec plus de personnes dépendantes, avec plus de personnes âgées. Et c'est ce qu'on montrait déjà dans notre épisode sur l'Inde et le ratio de dépendance démographique. Une problématique qui est aussi au cœur du système de retraite française, puisque les pensions sont prélevées sur les revenus des actifs du présent. Donc c'est les actifs maintenant qui payent les retraités maintenant. Cette stagnation et le vieillissement de la population, c'est le futur de la France. En 2030, on comptera 60,5 millions de personnes, dont 3,7% de plus de 85 ans. En 2040, c'est 69,2 millions de Français, dont 5,5% de plus de 85 ans. Il est possible de baisser le nombre de personnes retraitées en augmentant l'âge de la retraite, ou alors de baisser leur niveau de vie. Et puis d'un autre côté, il est aussi possible d'augmenter les cotisations des actifs ou leur nombre. L'équation est assez simple. Et dans ce contexte, il semble assez pertinent de rappeler que l'immigration a un impact sur un des éléments de cette équation. La population immigrante est une population jeune et active. L'Allemagne a fait le choix de l'immigration justement pour soutenir son économie et atténuer son problème de vieillissement. D'autres pays comme le Japon ont, au contraire, maintenu une immigration très faible. Dans ce contexte, ce pays voit sa population diminuer, la croissance économique est quasi nulle, et il y a de vraies difficultés liées à la baisse du niveau de vie des Japonais, et surtout des Japonais âgés. Les tensions sont réelles au point où la politique migratoire japonaise est en train de changer. Aujourd'hui, malgré les discours qui, depuis des années, décrivent et prédisent des flux d'immigration ingérables, la France suit le modèle japonais, avec très peu de titres de séjour émis. Et au cas où, eh bien non. J'ai regardé, mais les migrations au sein de l'Union européenne ne règlent pas grand-chose. La majorité des pays de l'UE sont remplis de personnes âgées. Ça veut pas dire qu'il est interdit d'avoir des débats sur l'immigration, sur quoi faire et d'avoir d'autres angles d'analyse si vous voulez. Mais ce qu'il n'est pas possible de dire par contre, c'est que l'immigration coûte cher, sans présenter aucun des avantages à court et à long terme. Ceux qui ont suivi le live ont peut-être remarqué aussi que nous n'avons pas mentionné l'invasion russe en Ukraine et ses conséquences. Cet événement a des répercussions évidentes sur les politiques migratoires en Europe. Mais les élans d'accueil, qui ont souligné quand même avec assez de force le double discours d'une grande partie de la classe politique, n'ont pas changé les discours économiques sur l'immigration en France. Et si vous voulez aller un peu plus loin sur le sujet, je vous invite à aller voir le replay de l'émission sur Twitch. Merci aux tipeurs, aux modérateurs, aux invités, et puis à vous pour vos commentaires et vos questions. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé ce type de vidéo, sachez que si 1% des abonnés de Stupid Economics contribuent d'1 € par mois, nous pourrons continuer à en produire. C'était Stupid Economics. Sur ce,